Voilà, nous vous saluons, très chers téléspectateurs, chers internautes nombreux qui nous suivent en ce net moment. Nous recevons pour vous un cadre du PPRD, M. Jean-Pierre Mbala Kassanda. Avec lui, nous allons parler de l'actualité. Avec lui, nous allons savoir un peu la situation, en fait, la température de ces grands partis. Est-ce que le PPRD doit se réveiller ou bien le PPRD s'est déjà réveillé? Voilà, M. Jean-Pierre Mbala Kassanda, bonjour. Oui, bonjour M. Moutiri. Je voudrais vous resituer quand même. J'espère que je ne suis pas là pour parler seulement du PPRD, dont je suis par ailleurs secrétaire exécutif national en charge du département de l'environnement, développement durable et tourisme. Mais je voudrais que nous puissions aborder tous les aspects de la vie nationale. Tout ça parce que vous partez en introduction me demandant de parler PPRD de commune, PPRD, c'est dont je n'ai pas connaissance. Le PPRD, c'est un grand parti, c'est un parti national, les partis les plus populaires de la République, les partis qui a le plus grand nombre de députés, à lui seul au niveau de la Chambre basse. Le PPRD fait pratiquement 25% de la représentation nationale. Au niveau de la Chambre haute, il en est de même. Au niveau des provinces, indépendamment de toutes les magouilles fomentées pour le moment, pour renverser la majorité, pour renverser nos gouverneurs d'une manière inégale, moyennant les biais des banques, des pratiques qui ne sont pas du tout catholiques, des pratiques qui ne sont pas du tout acceptables, des pratiques qui ne sont pas du tout porteuses pour notre jeunesse, pour notre génération. En dépit de cela, notre parti, c'est celui-là qui avait les prix des gouvernements provinciaux et des gouverneurs provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est un grand parti, et c'est un grand parti qui sort des élections et à qui on a joué de mauvais tours institutionnels et qui tient par le nombre de ses représentants dans les institutions, Très bien. qui tient à travers son implantation au travers du pays, qui tient à travers son implantation démocratique. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déniché, qu'est-ce que vous avez Monsieur Jean-Pierre évalué comme problème au sein du PPRD. Mbala Kassanda, merci, vous avez énuméré quelques éléments qui prouvent à suffisance que votre parti réclame et surtout vous traitez peut-être la gestion actuelle, une gestion selon vous calamiteuse. Je ne sais pas si j'ai mal employé les termes, mais tout ce que vous évoquez là, les 18 ans de votre gestion, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas aussi travaillé de la sorte? Doudou Montiri venait d'appeler la gestion actuelle des calamiteuse. Ce n'est pas moi qui le dis, ça vient de vous. Vous habitez avec moi dans les cités populaires. Vous avez les témoignages de nos masses populaires. Vous les voyez à travers la montée vertigineuse des prix. Vous les voyez à travers la situation sociale, des coûts sociaux avec lesquels nous vivons. Comment est-ce qu'elles se plaignent? Vous les voyez à travers la hausse vertigineuse des prix des biens locaux. Que dirais-je qui puisse démontrer que oui, la gestion est calamiteuse? Parce que quand on ne voit pas, c'est la gestion calamiteuse de la gouvernance. Et gestion calamiteuse, vous les voyez à travers la gouvernance politique. Je venais de citer là un exemple de la gouvernance socio-économique. La gouvernance politique, vous les voyez, rien de stable. Mais vous avez posé la question, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Doudou Montiri, vous vivez dans ces pays. Si les plans économico-social, vous savez à quel taux d'échange entre les francs congolais et les dollars, qui est notre monnaie de référence en termes d'échange, à quel taux nous l'avons laissé. J'ai parlé des prix. Et tout ça, ça des prix qui ont haussé de manière vertigineuse.
L'inflation, nous le vivons. Et tout ça, quand nous faisons des rapports entre ce que nous avons laissé et ce que nous vivons actuellement, il va de soi que la gouvernance est calamiteuse. C'est une gouvernance de promesses et non d'actes concrets. C'est une gouvernance de déclarations. C'est une gouvernance, que dirais-je, où tout est évoqué comme si nous vivions dans un monde de loterie. Rien de sûr, rien de précis. On tâtonne, tantôt, on reconnaît que non, voilà. Et nous avions notre discours, quand nous étions dans l'opposition, nous venons de découvrir la réalité. Tantôt, c'est quand derrière les critiques acerbes qui ne veulent rien dire par rapport à ce qu'on a donné, vous comprenez que qu'est-ce qui est encore de bon? Vous êtes journaliste. Monsieur Si vous Jean-Pierre avez quelque chose de bon à énumérer, si vous avez quelque chose de bon à énumérer comme exemple, vous pouvez l'énumérer puis nous allons en débattre. Mais raison pour laquelle il y a eu divorce entre FCC et Cash, parce que vous avez barricadé la route, vous n'avez pas voulu que l'actuel président puisse travailler. Et ils ont mis en place l'Union sacrée, le gouvernement a déjà été mis en place. Est-ce que vous pouvez quand même donner encore la chance à ce gouvernement de travailler, les Warriors, et apprécier un peu leur travail après une année, après 100 jours, en leur place? Quand on parle du FCC et du PPRD qui est bloqué, nous appelons ça langage du bois. C'est-à-dire, on parle en l'air et dans les vents. Comment ça? Quand vous êtes bloqué, quand on vous met des crocs en jambe sur le terrain, vous dites clairement comment on m'a mis le croc en jambe. On m'a empêché de faire ceci, on m'a empêché de faire cela. On m'a bloqué. Ça cache beaucoup de choses. C'est un langage de voix qui ne veut rien dire. Comment voulez-vous qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler du blocage? Là, on n'évoque pas la matérialité de ce blocage. Le comportement de la présidente de l'Assemblée nationale? Oui, quel comportement? Tu te donnes un exemple. En fait, moi je ne prends pas la place. Vous êtes congolais, vous avez suivi, vous avez... Vous parlez de la présidente de l'Assemblée nationale. Après la mise en place de la nouvelle direction de l'Assemblée, du nouveau cabinet, vous avez suivi les déclarations des uns des autres. Parmi ceux-là qui avaient fait en sorte que le cabinet Mabunda puisse tomber, c'était un cabinet transparent, un cabinet rigoureux. Ceux qui avaient œuvré pour sa chute, ils n'ont pas tardé à dévoiler les causes, jusqu'à se rabaisser, à évoquer les cas. J'ai honte, je me gêne de le dire devant l'écran. Mais ils n'ont pas eu difficile à dire le pourquoi ils avaient fait. Comment veut-il que des grandes personnes, parmi lesquelles la crème intellectuelle, des professeurs d'université, qui prennent position moyennant les billets de banque? Bon, là vous avez les preuves. Mais vous en avez les preuves. Les preuves ne viennent pas de moi. Ça veut dire que vous ne vivez pas ici au Congo. Vous n'avez pas entendu les députés, aussi bien de l'opposition que de la majorité, parler de des promesses. Voulez-vous que je cite le nom de ces députés-là qui avaient clamé tout haut au sein même de l'Assemblée pour dire que voilà, ils ont perçu l'argent? À moins que vous ne vivez pas, que vous ne vivez Monsieur pas. Jean-Pierre, parlons un peu de ce qui concerne notre actualité. Aujourd'hui, 17 avril, 17 mai, excusez-moi, jour férié. C'est pas, vous avez un mot en rapport avec cette journée fériée? Moi, je pense que c'est un grand jour pour notre pays. Ceux qui font des civilisations autour de cette journée, je crois qu'il n'y a pas de pousser la malhonnêteté jusqu'à ce point-là. L'histoire, elle reste telle qu'elle, on ne l'altère jamais. Nous avons vécu dans ce pays. Nous avons vécu la dictature qui n'avait rien de comparable ici en Afrique. D'une grande réputation. Un jeune, à l'époque, qui avait eu une vision claire, aussitôt que le mot avait été renversé, pour rentrer dans les maquis, pour aller combattre en faveur de la démocratie, en faveur
d'une vraie liberté en faveur de notre pays, avait vu clair à l'époque en se référant au maquis, et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, pourquoi? Parce que quelques temps après, Lumumba a été renversé sans cause, et ceux qui l'avaient renversé l'ont proclamé héros national. Après avoir méconnu son combat politique, ils ont fini par les reconnaître comme héros national. Les jeunes de l'époque qui avaient vu clair et resté dans les maquis pendant des années, à un moment donné, il en avait eu marre du maquis et il avait pris des armes en mobilisant certains de nos jeunes pour pouvoir goûter hors du pays cette dictature-là. Et c'est là aujourd'hui qui mettent en doute l'importance de cette journée comme journée de libération, journée de la récupération de notre indépendance, de notre liberté, je veux dire, politique. Je pense qu'on ne peut pas pousser la malhonnêteté. Ce n'est plus une malhonnêteté, mais c'est à la limite, ce n'est pas loin de la haine, ce n'est pas loin du rancœur. C'est une journée très importante comme d'autres journées, comme la journée du 30 juin, comme la journée du 4 janvier, comme la journée du 17 janvier. Et pour ceux qui pensent, cette journée nous a encore créé des problèmes. Cette libération nous a encore compliqué davantage de l'existence. Qu'en dites-vous? Tout mon tir, je viens de vous dire que l'histoire, on ne l'altère jamais. Vous savez, on a rendu de très mauvais services à notre jeunesse. Un chapitre de l'histoire de l'esclavage de notre pays a été biffé dans notre programme universitaire, dans notre programme d'enseignement primaire. Aujourd'hui, il y a certains jeunes, toute une génération d'ailleurs, qui ne sait pas que nous, dans notre pays ici, nous avons aussi été victimes de l'esclavage, à condition de cette volonté-là d'altérer l'histoire. Un livre portant le titre de l'histoire de notre pays à l'époque a été radié de notre histoire, a été incendié, brûlé. Tout simplement à cause de cet esprit-là, de la volonté à vouloir détourner l'histoire. L'histoire, on ne la change pas. On vit avec, on fait avec. Ça fait partie de notre culture. Je répète que vouloir occulter la réalité de cette journée, du 7 janvier, ça relève de la haine, du rancœur, de la jalousie, d'un esprit qui ne sait pas moi qualifié. C'est ça même qu'on peut appeler sorcellerie. Quand on veut chercher à effacer une réalité vivante comme ça, c'est ça la vraie sorcellerie. Ce n'est pas une sorcellerie teintée de l'ironie, du cynisme. La vraie sorcellerie, c'est vouloir étouffer l'histoire. Voilà tout le monde. Voilà, alors pour la jeunesse, pour ceux qui veulent vraiment retenir quelque chose de cette journée, vous pouvez encore, à titre de rappel, expliquer cela à nos jeunes qui vous suivent en ce moment. Tout mon dire, ce que je peux dire à notre jeunesse, je le dis à nous-mêmes, c'est de cultiver. C'est de cultiver la grande pensée des musées, l'auto-prise en charge. C'est de cultiver, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Nous le disons partout dans le quartier où nous vivons, nous le disons au sein de notre parti. Il ne faut pas attendre des dirigeants à qui un mandat momentané est donné, ou ceux qui ont appartenu à l'histoire. De fait, n'attendez pas que les mots d'ordre viennent de l'auto-prise en charge, sur tous les plans, sur les plans économiques, sur les plans sociaux et sur les plans politiques. Autrement dit, nous n'aurions pas obtenu notre indépendance nationale. Autrement dit, il n'y aurait pas eu la journée du 17 mai 1997. C'est parce que tout simplement, un certain nombre de citoyens autour des musées avaient compris que pour faire partie de la dictature, il fallait s'auto-prendre en charge et faire les pieds pendant autant de jours sur des milliers de kilomètres. Aucune histoire du monde, que ce soit en France avec la Révolution française, aux États-Unis, la Ligue pour l'indépendance, en Irlande, dans les Balkans, en Russie, bouté dehors, il fallait une auto-prise en charge. Il fallait que des jeunes
tombent sous les coups de balles. Les guys américains, des résistants européens, des Congolais de l'époque, des Ghanéens, des Sénégalais, des jeunes gens de 18-19 ans. Parce qu'ici chez nous, on croit qu'on est jeune, c'est pas moi jusqu'à 45 ans, bien à 18 ans, il y a des jeunes qui sont allés au front pour que nous puissions vivre l'indépendance, pour que nous puissions vivre la démocratie. Parce que si Hitler n'a pas été renvoyé par les jeunes de l'époque, aujourd'hui on n'aurait pas connu ce que nous connaissons maintenant. Nous ne savons pas de quoi l'histoire aurait été faite si jamais Hitler n'avait pas été bouté dehors. Si jamais Moselle, les jeunes qui l'avaient accompagné, dont Joseph Kabila, qui l'avait accompagné à l'époque, n'avait pas eu l'audace de marcher autant de kilomètres pour pouvoir bouter la dictature dehors, peut-être que nous autres ici, nous serons honorés, vieillis en exil jusqu'à ce jour. Et même parmi ceux qui parlent avec lesquels nous avons vécu à l'extérieur, je ne pense pas qu'ils seraient venus ici pour prétendre dire n'importe quoi et jouir de la démocratie, de la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Voilà les petits conseils que je peux adresser à notre jeunesse, pas seulement à la jeunesse, mais à nous-mêmes. Parce que les irresponsables, on les trouve dans toutes les catégories d'âge. Encore plus auprès des aînés qu'auprès même de la jeunesse. Voilà, M. Jean-Pierre Mbala, parlons actualité. Nous allons d'abord, après la commémoration de cette date du 17 mai, nous aimerions avoir de votre part aussi votre avis, votre façon de voir les choses. L'état de siège décrété par le président de la République, ça vous rassure? Tout le monde dit ce qui se passe à l'est de la République nous touche au-delà de notre chair, ça touche notre esprit et notre âme. Parmi ceux qui vivent les services au quotidien à l'est, nous avons des connaissances. Par le passé, nous avons eu même certains de nos morts. Des morts que nous connaissons. Les images que nous voyons des services faites si nos sœurs, si nos frères, égorgés, ça ne peut pas nous arranger. Tout ce qui peut être entrepris pour que ces services cessent, nous pouvons que l'encourager. Nous pouvons que l'encourager. Et notre parti et ces différentes plateformes, dont l'FCC, a pris acte l'établissement de l'état de siège. Mais il faut suivre, il faut qu'il soit suivi du concret. Que ce ne soit pas une déclaration pour la forme, une déclaration de plus, une déclaration qui nous ramène à ce que nous connaissons. C'est-à-dire certains éléments qui prennent de l'emprise sur nos populations pour les dépouiller, pour les torturer, pour les tuer. Nous aimerions bien que l'état de siège produise effectivement l'objectif avéré, l'objectif déclaré, qui ne se cache pas autre chose en dehors de cet état de siège. Voilà ce que je peux te dire. Parlons religion, quelques troubles qui a comme ça mis peut-être troubler l'ordre public, fin Ramadan, je ne sais pas, vous êtes aussi chrétien, vous avez un petit conseil à adresser peut-être aux autorités, tous ceux qui sont responsables de ces troubles, ou bien aux imams, aux fidèles musulmans, pour ces désagréments. Il nous a été rapporté par ceux-là qui ont suivi les procès sur les chaînes publiques, et la plupart des condamnés sont des jeunes, ou plutôt la grande majorité des condamnés sont des jeunes. C'est l'occasion pour nous de nous adresser à cette jeunesse, à travers cette jeunesse-là qui était à la base de ces troubles. Il ne faut pas se laisser manipuler. Parce que la manipulation est devenue une monnaie courante ici chez nous. Derrière le comportement des jeunes, il y a derrière ceux qui attisent les faits.
les jeunes doivent en tirer la conclusion que si jamais il y avait manipulation derrière ces événements, ce sont eux qui ont payé. Ça doit les servir dans l'avenir pour comprendre qu'il ne faut pas détruire. Et ça, nous l'avons toujours dit. À l'époque, les jeunes d'un parti politique, en l'occurrence l'IEPS, qui brouillaient par la destruction des biens, ils voient comment les routes, après avoir brûlé les pneus sur les routes, comment ces routes s'habillent maintenant au passage des eaux de pluie, qui sont perdants. C'est surtout l'emploi pour ces jeunes-là. Ce sont ces jeunes-là qui sont des chauffeurs de taxi. Ce sont ces jeunes-là qui conduisent les motos, qui sont les plus perdants. Ce sont eux. Donc, on ne se manifeste pas en s'attaquant au bien public. On ne manifeste pas en s'attaquant aux autres, parce que ce sont des Congolais comme nous. Pouvez-vous vous manifester en tuant notre Congolais? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous aurez gagné? Notre constitution garantit la liberté d'expression, la liberté de manifester. Mais il faut le faire dans le respect de la loi. Il faut le faire dans le respect du citoyen. Le faire dans le respect de la liberté de l'autre. Voilà un petit mot que je n'ai pas ajouté par rapport à la problématique de la manifestation des jeunes musulmans qui venaient d'abord. Voilà, alors vous allez conclure en nous donnant comme ça votre position. En fait, le PPRD, vous êtes maintenant là, dans l'opposition, ou bien vous êtes toujours dans l'union sacrée. Vous accompagnez les idées du président de la République, vous soutenez le gouvernement Samba Lukonde, vous voulez l'amélioration des conditions de vie des Congolais, ou bien vous êtes peut-être dans une position contraire. Doudou Montiri, je vous réponds en tant que ministre PPRD, en tant que secrétaire exécutif national du PPRD. Mon entendement de la position que nous allons prendre par rapport à la gouvernance actuelle. D'une part, c'est l'opposition républicaine, et d'autre part, c'est la résistance contre les violations continuelles de la Constitution. Que vous avez fait à l'époque? La Constitution qui a été adoptée par référendum, votée en majorité par tous les Congolais. Je sais, mais vous avez aussi violé durant votre gestion. Voulez-vous m'évoquer un article de la Constitution qui a été violé par la gouvernance? Ce n'est pas la peine d'évoquer cela, mais vous êtes conscient, on peut évoluer. Conscient de quoi? Violation. N'imputez pas notre parti, ce ne l'est pas. Monsieur Jean-Pierre Mbala, évoluons. Les élections reportées. Les élections reportées. Vous êtes au courant de ça? On devait avoir les élections, vous avez reporté. La date des élections n'ont pas été respectées, les différentes dates. À l'époque, Monsieur Doudou Montiri, Monsieur Jean-Pierre Mbala Kassanda, les reports des élections avaient été adoptés par consensus. Par consensus. Les fils de ces pays politiques. Dans la gestion de Kabila, il n'a pas violé la Constitution. Je vous dis que 18 ans de gestion. Les reports des élections auxquels vous avez fait allusion ont été liés sur consensus national. Il y avait les représentants. Donc Kabila n'a jamais violé la Constitution. Les représentants. Alors quel jour? Il y avait les représentants des deux chambres, il y avait la société civile, il y avait les missionnaires, non seulement catholiques, mais des églises de réveil. Ensemble, à l'unanimité, ils avaient opté pour les repos des élections. Et c'est comme ça que ça y est. Il n'y a eu aucune violation. Donc Kabila n'a jamais violé la Constitution. Il n'y a eu aucune violation. Vous venez de citer l'exemple du repos des élections. Vous me citez un autre exemple, je vous en donne des arguments. Parce que ça nous prendra vraiment tout notre temps. Alors, parce il ne faut pas faire des déclarations. Là, nous allons conclure. Il ne faut pas faire des déclarations comme nous en connaissons maintenant. Non. Nous allons conclure. Parce que je ne prends pas la place des militants ou de qui que ce soit, mais seulement vous êtes conscient. On évolue. Conscient de quoi? Mais Jean-Pierre, vous ne rendez pas conscient de ce qui n'existe pas. Parce que là, vous pouvez même me demander d'être conscient de la sorcellerie, comme c'est devenu à la mode maintenant. Partout vous passez à travers les pays, on parle de la sorcellerie. C'est quoi ça la sorcellerie? De quoi? Vous ne vivez pas ici. Sorcellerie, qui devient sorcier? Mais allez
la cité, partout on parle de la sorcellerie, des promesses. Ça veut dire... Moi, ça ne vient pas de moi. En fait, vous avez de la... En fait, c'est quoi? De la haine? La haine vis-à-vis de qui? Haine viscérale ou comment? Vis-à-vis de qui? Vous aimez le pays? Mais bien sûr que oui. Vous aimez l'évolution? Mais là, je venais de vous dire que ces pays nous appartiennent à nous tous. Comment ne pas vous aimer? Pourquoi ne pas aimer la chaise sur laquelle vous êtes assis? Pourquoi ne pas aimer les lits dans lesquels vous dormez? Pourquoi ne pas aimer? Et vous croyez à l'amélioration de cette situation? Non seulement je crois, mais je tiens à l'amélioration. Et vous participez aussi? Je participe. Mais pourquoi des propos haineux? Pourquoi haineux? Donnez-moi un exemple. La sorcellerie, Là, ça ne vient pas de moi. ça vient de qui? Il y a une déclaration qui a été faite quelque part. Vous n'êtes pas au courant? Mais non, je ne suis pas au courant de ça. Allez vous renseigner. Évoluons. En termes de conclusion, parce que je vous ai posé la question de savoir si le FCC aspire ou bien appuie, soutient les idées du président de la République, de ce gouvernement Samalou Je Condé. venais de vous dire que nous avons une position, et moi en particulier, je soutiens cette position-là, c'est-à-dire une opposition républicaine et une résistance à tout ce qui est violation Constitutionnelle. de la Constitution. C'est ça soutenir, c'est ça soutenir. Ok. Vous savez, les individus, soutenir un individu, qu'est-ce que ça veut dire? Vous me soutenez aujourd'hui, demain je disparais. Et vous croyez à l'union sacrée? J'ai dit ceci, que vous me soutenez aujourd'hui, demain je disparais. Qu'est-ce que vous allez soutenir encore? Par contre, il faut soutenir ceux sur lesquels nous fondons l'avenir du pays, c'est-à-dire la Constitution, ce qui nous régit nous tous. Vous croyez à l'union sacrée? Pourquoi à l'union sacrée? Je ne sais pas moi, quoi vous dire. Tout simplement, nous sommes en train de les juger par leur comportement. Et leur comportement, je vous ai cité un exemple. Avant la mise en place. Dans la décision de Zoué Kabila. Avant la mise en place. Avant la mise en place du nouveau cabinet de la Chambre basse. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Il y avait résistance au sein de l'union sacrée pour voter en faveur du bureau. Alors que c'était un bureau qu'ils avaient élu. Donc au sein même de l'union, c'est pas l'union sacrée ou bien l'union pour la nation, eux-mêmes ne croient pas dans cette union. Alors, la décision de Zoué Kabila, au niveau de Tanganyika, La position, la décision des Zoué Kabila, nous sommes en train de les voir, de la juger à travers la réaction des élus, à travers la réaction du peuple de Tanganyika. Il y a des décisions de gouverneurs par-ci par-là. Dans quelle province est-ce que vous avez vu la décision d'un gouverneur a entraîné la population dans la rue? Est-ce que vous avez été à Kalemi, dans l'État, et maintenant, pour avoir des bases de comparaison? et quel est votre jugement? Vous savez, nous avons eu la chance de faire le tour de ces pays. Je peux vous citer chaque territoire et les villages de ces pays. J'ai été partout, dans toutes les 26 provinces du pays. De Beni Butembo, Kasindi, Abuta, Bondo, Likati, Yangambi, Ikela, Mwenegitu, Kabinda, Monkata. Qu'est-ce que je passe? Donc j'ai des bases de comparaison. Demandez à ceux qui ont connu Kalemi il y a 3 ans et Kalemi d'aujourd'hui. La vie de Kalemi, où les Tanganyika ne regorgent pas des richesses comme certaines des provinces. Mais avec les moyens de bord, il ne faut pas être malhonnête. Il faut quand même être reconnaissant. On ne peut pas sacrifier toute une population, toute une communauté pour les petits intérêts politiciens. Zoé, c'est un camarade, un jeune gouverneur qui a travaillé avec abnégation. Voulez-vous comparer Zoé Ngoï Kassange, qui a mis à terre une province réputée riche en minerais et tout ce qu'on sait? Vous voulez comparer Zoé Ngoï Kassange? Vous voulez comparer Zoé à qui? À Mawaja? Soyons quand même sérieux et honnêtes. Il y a des gouverneurs qui ont failli. Ils ont été déchus, il n'y a pas eu de manifestation. Vous venez de parler de la haine. Voilà un exemple typique de la haine. À deux fois le travail abattu par Mouyège, dans le Loraba. Et s'il vous plaît, soyons quand même soyons honnêtes et reconnaissants à ceux-là qui se sont investis. Ce sont des humains qui ne peuvent pas manquer de fautes.
Mais il faut reconnaître le travail qu'ils ont abattu, s'il vous plaît. Alors, le gouvernement Samalou Kondé, avez-vous des ministres qui, selon les voir, peut-être à l'avenir, ce qu'ils promettent par leur gestion? Le gouvernement Samalou Kondé. Quelques ministres, selon vous, à titre exemplatif, Il a des ministres. qui vous inspirent confiance? Il y a des ministres compétents, À titre exemplatif, certains noms? des ministres balantes, que je pense être intègres. Je ne vais pas les juger. Mais je ne vais pas les droits. Nous n'avons pas encore. On peut juger que par le travail, mais si le plan intégrité, je crois en Eva Bazaïba. Eva Bazaïba? Oui. Où je me limite par là. Pourquoi seulement Eva Bazaïba? Je ne peux pas citer tous les membres du gouvernement. Vous m'avez demandé de citer quelques ministres. J'en cite un, Eva Bazaïba. Elle me convainc, je crois en elle. Ça, en termes de conclusion? Tout le monde dit la conclusion, c'est quelque chose que je n'aime pas tellement parce que conclure d'ici 18h, d'autres éléments vont s'ajouter à notre vécu au quotidien. Disons seulement à suivre. À suivre. À suivre. Merci, M. Jean-Pierre Mbala Kassanda, cadre du PPRD, secrétaire Exécutif national en charge de l'environnement, développement durable et tourisme. Je suis fier de mon parti qui n'est pas un club de copains, mais c'est un parti politique répondant aux caractéristiques d'un parti politique, et non un club. Ça, c'est trop fort, ça. Hein? Soyez calme, les choses vont évoluer. Moro, j'ai dit et je le répète, je suis fier de mon parti politique. C'est un parti qui répond au nord d'un parti politique moderne, au sein duquel. Oui. Au sein duquel. Votre micro, oui. Oui, merci beaucoup. Je suis passionné quand je parle du PPRD. Donc vous aimez le PPRD? C'est un parti politique où je peux, moi, prendre mon stylo, interpeller le président national. Il va me répondre. Prendre mon stylo, comme je l'ai fait l'occasion de revenir, interpeller le secrétaire permanent. Sans peur aucune. C'est un parti démocratique. Mais votre non micro, pas un club d'amis. Votre micro, voilà. Non, pas, voilà. Alors quand vous faites allusion à quel parti, hein, quand vous parlez de club d'amis? Je dis ceci, que nous avons un parti politique répondant aux normes d'un parti politique moderne, c'est-à-dire où règne la démocratie, où nous pouvons nous interpeller le président national, interpeller les secrétaires. Et vous croyez aussi dans la discipline et dans le respect des textes du parti. Vous croyez à l'état des droits? Non pas un club d'amis. Vous croyez que le faut aujourd'hui? Vous croyez à l'état des droits? Vous croyez à l'état à l'instauration? Vous croyez à l'état des droits dans notre pays? Il y aura réellement instauration de cet état des droits? Je ne vais pas avec vous par quatre chemins. L'état des droits, ça a été l'objectif affiché d'Étienne Tshisekedi. Oui. C'était le motif de son combat, rétablir l'état des droits par rapport à la dictature de l'époque. Nous avons dépassé l'étape de la dictature. À chaque période, son combat. Ils sont pris dans la dictature. Malheureusement, l'état des droits que la gouvernance Raïs était en train d'instaurer est aujourd'hui en branle. C'est-à-dire certains utilisent ce terme-là, état de droit, comme un slogan. Ils ne connaissent pas le fond, la profondeur. Vous voyez tout en mal du côté de l'union sacrée. Est-ce que vous suivez au moins? Et vous croyez seulement vous suivez les baromètres, à Joseph Kabila, vous suivez sa gestion antérieure? Les baromètres comparatifs de l'évolution de l'état des droits. Des baromètres Mais quand les baromètres comparatifs du respect des libertés de la presse. Les baromètres comparatifs. On tabassait, on a arrêté les journalistes à l'époque. Écoutez. Quand vous comparez ces... Dans tout système, les erreurs n'ont pas manqué. Moi, je vous donne comme référence. Voyez le baromètre de Human Rights Watch. Ah, vous croyez maintenant à Human? À l'époque... Voyons le baromètre conférence. Vous pensez qu'il travaillait voyons le baromètre comparatif pour l'opposition? Voyons le baromètre comparatif d'Amnesty International. Ceux qui sont dégagés dans les rapports annuels. Parce qu'elles n'hésitent pas à faire des rapports. Je ne pense pas que vous allez encore m'imputer ceux qu'ils ont donné comme rapport
les comparaisons par rapport au respect des droits de l'homme, au respect de la liberté de presse, aux libertés tout court des citoyens. Et l'UNICEF qui travaille déjà pour inquiéter le détourneur. Nous encourageons le travail de l'IGF. Nous encourageons le travail de l'IGF et nous tenons à ce que ce soit un travail impartial, que les politiques ne s'y ingèrent pas. Ça sera pour l'intérêt du pays, ça sera pour l'intérêt de tous les Congolais. Et vous allez encore revenir 2023, élection, FCC, vous travaillez déjà? Tout le monde dit, vous savez, la politique c'est une passion. C'est une passion pour ces pays. Certains membres des autres oppositions nous ont connus. Ici au pays, tout comme en Europe. Nous sommes partis pour des raisons bien évidentes du pays. Et nous avons regagné le pays pour des raisons bien évidentes. Pas pour des intérêts égoïstes. Pas pour jouir. Je préfère m'arrêter là. Vous êtes trop catégorique, hein? Je vous dis que ceux qui m'ont connu, ils savent mes points de vue. Ils parlent, ils connaissent mes positions. Je ne vais pas hésiter. Nous avons vécu, nous avons combattu ensemble. Nous avons combattu ensemble avec Félix Tshisekedi à l'extérieur. Pourquoi c'était il connaît ma position même quand nous étions dans la même partie. Pourquoi cet acharnement? Ce n'est pas un acharnement. Les jours où vous aurez l'occasion de vous rencontrer avec Félix Tshisekedi, il vous dira ce qu'a toujours été ma position. Puisque lui-même à l'époque, quand nous étions dans l'opposition, il avait cherché à faire la médiation au sein de l'UPS entre moi et certains de nos dirigeants à l'époque, avec lesquels je n'étais pas d'accord. Dans la même famille, quand je disais non, et je l'écrivais, j'ai signé. Donc les jours où vous aurez l'occasion de rencontrer Félix Tshisekedi, il va témoigner. Il dira, ah non, celui-là, il a des positions. Il soutient quand il faut soutenir, et il est tranchant quand il faut être tranchant. Mais cette prise de position doit aussi aller dans le sens des intérêts de la population. Mais bien sûr que oui. Parce que ça, c'est bien sûr pour vos enrichissements illicites, là, c'est pas bon. Qui s'est enrichi illicitement de mon tir? Là, je vous pose la question. Là, je vous Je ne interpelle. peux pas tolérer, moi, l'enrichissement illicite. Allez demander à certains camarades de mon parti. Moi, je ne manque pas de pointer certains de nos cadres, parce qu'il y en a qui sont des Congolais. C'est un esprit congolais. Je ne manque pas de pointer les doigts. Je ne vais pas citer les noms. Mais allez auprès de mes camarades. Il faut leur demander, poser la question. Qui est M. Jean-Pierre Mbalakasanda? Qui est M. Jean-Pierre Kassanda? Une autre émission, peut-être, il nous parlera de lui, de sa vie et de tous ses désirs, parce qu'il y a une émission Grand H, on va les recevoir dans cette optique-là, et vous allez en savoir plus concernant ces cadres du PPRD que nous avons reçus pour vous. Jean-Pierre Mbalakasanda, secrétaire exécutif chargé de l'environnement, secrétaire national exécutif. Je suis très jaloux d'assumer ces fonctions au sein d'un grand parti. Et quelle proposition donnerez-vous à Maman Eve Bazaïba pour la gestion de l'environnement en tant que ministre VPM? À l'intention de notre parti, quand il avait pris le secrétaire permanent, de proposer ma nomination auprès du président national, j'avais produit un document portant sur l'environnement, le développement durable et le tourisme. Je ne suis pas camp pour cette université, mais c'est un travail militant que j'avais produit, que je ne manquerai pas de mettre à sa disposition s'il a envie de l'utiliser, s'il a envie et n'est pas de ce domaine. Elle est juriste, je crois, ou bien politologue. Mais là, elle a fait aussi quelques études. Hein. Oui. Donc je ne peux pas... Oui, développement durable. Voilà. Donc je ne peux pas mettre ce document parce que c'est dans l'intérêt du pays. Il peut aussi apprendre certaines choses. Comme moi aussi, je ne suis pas environnementaliste, mais aussitôt que j'ai été nommé, j'ai appris ici l'État, j'ai pu acquérir certaines notions et certains concepts de développement durable. Donc je peux facilement mettre à sa disposition ces petits documents. Merci M. Jean-Pierre Mbalakasanda, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci à Moron Djambé, Alain Kabongo. Et nous allons croire que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, des idées, et pourquoi pas des suggestions, appelez-nous au numéro plus 243 89 61 52 634 plus 243 89 61 52 634. À la prochaine. Ciao.